Que dire en philosophie de l'éducation après John Dewey? Je vous prononcerai ça à la française. Voilà. Et je vais m'intéresser justement à la figure du maître, esquissée par Jérôme Seymour Brunner, excusez l'accent, je prononcerai aussi à la française. Alors, on connaît la critique que Hannah Arendt avait faite de l'éducation américaine dans la crise de l'éducation. On connaît moins ce petit texte de Jérôme Brunner qui s'appelle en anglais After John Dewey, What? Alors, que faire, ou bien quoi après John Dewey? C'est pas terrible, mais que faire après John Dewey? Et c'est un texte intéressant qui a été publié en 1962, même s'il date de 1961, dans lequel Brunner reprend le plan de Mon credo pédagogique, My Pedagogical Creed, de 1897, en disant c'est un texte fondateur, évidemment ça n'épuise pas du tout la pensée pédagogique de Dewey, mais ça a au moins le mérite d'être ramassé. Donc il reprend point par point justement ce qu'avait dit Dewey. La question du maître n'est pas centrale, mais on la retrouve en filigrane. Donc moi, je ne vais pas suivre les points les uns après les autres sur le processus éducatif, la nature de l'école, le subject matter, l'objet de l'éducation, la méthode éducative et les relations entre école et progrès social. Ça, c'est le plan des deux, mais je vais m'intéresser plutôt à ce qui est dit sur le maître. Alors j'y vais de manière synthétique, en deux gros points, un troisième qui sera juste suggéré. Le premier gros point, c'est que Brunner met en avant la figure du maître comme une figure d'excellence, et il oppose ça implicitement à ce que disait Dewey dans ce texte sur Mon credo pédagogique, comme le maître comme connaisseur de l'enfant. Je rappelle très vite ce que dit Dewey, parce que ce n'est pas mon sujet premier. Dans la profession de foi de Dewey sur l'école et l'éducation, eh bien, il nous dit que l'enseignant doit posséder une connaissance psychologique intime des capacités, des intérêts et des habitudes de l'enfant, et leur assigner par suite une destination sociale, dans un double mouvement à la fois psychologique et sociologique, dit-il, on devrait dire. Donc une connaissance, un processus social et une destination sociale, un point de départ et un point de destination. C'est par l'accompagnement du petit homme, pris en tant qu'être entier, individualisé dans ses désirs, ses aptitudes, que se distingue le maître en éducation. Donc justement, il n'y a plus de position de surplomb, comme cela vient d'être rappelé par M. Dany, du maître, notamment quand il s'agit de faire appliquer des règles de vie. Le maître est dit, selon Dewey, s'appliquer simplement sur une expérience plus vaste et une sagesse plus grande. Donc là, on est dans une continuité, on n'est pas dans un surplomb. Le maître, c'est juste quelqu'un qui a plus d'expérience et une sagesse plus grande, donc finalement un meilleur traitement de l'expérience. Mais ce qu'il y a de commun aux maîtres et aux élèves, c'est ce concept d'expérience et de reconstruction d'expérience. Je vais vite, pour passer à Brunner. Comment Brunner prend-il position par rapport à ces assertions? Alors il ne le fait que marginalement, il faut reconstruire sa pensée. Il commence par remarquer que Dewey a eu raison de faire commencer l'éducation par la connaissance de l'enfant. Et tout de suite, il marque une différence. Oui, il faut commencer par la connaissance de l'enfant, mais un point de départ n'est pas un itinéraire. The point of departure is not an itinerary. On n'est pas loin de la vérité, va plus loin Brunner, ajoute Brunner, en éducation, lorsqu'on dit que c'est la demande qui crée l'offre, que c'est le défi posé par la matière disponible qui crée la réponse. Et là, il retourne complètement. Après avoir été d'accord avec Dewey pour dire oui, l'éducation, ça commence certainement avec l'enfant tel qu'il est, tout de suite après, le point de départ n'est pas l'itinéraire. Or, ici, ce n'est pas la demande de l'enfant qui est importante, c'est l'offre qui crée la demande. Et l'offre, évidemment, elle émane du maître comme médiateur de culture. Enfin, il ne le dit pas, il n'emploie pas ces termes, mais c'est ce que je reconstruis. Alors, évidemment que... il ne s'en prend pas à la notion d'intérêt. La notion d'intérêt est centrale. Avant Dewey, depuis Herbart, c'est une notion centrale en pédagogie. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, Brunner? L'intérêt est quelque chose qui peut être créé et simulé. Beau lapsus, stimulé. Donc simuler, c'est quand, justement, vous vous ennuyez très fort devant ma parole magistrale. Brunner, donc, mise sur l'apport culturel du maître lorsqu'il s'agit de faire entrer un enfant dans l'apprentissage scolaire. Aucun exemple n'est donné dans le court texte de 1962, donc je vais me référer à d'autres passages de Brunner pour essayer de comprendre ce qu'il a en tête. Dans les années 60, il faut voir que Jérôme Brunner est déjà quelqu'un de très célèbre aux États-Unis. Il a monté avec quelques-uns de ses collègues un cours d'anthropologie à destination des écoliers. Ça s'appelle Man, a Course of Study, l'homme, je ne sais pas comment dire, un cours d'études, mais ça ne veut pas dire grand-chose comme ça.
Et là-dedans, on s'aide de méthodes modernes pour l'époque, c'est-à-dire de bandes enregistrées qu'on diffuse par vidéo. Bien sûr, on est dans les années 60. Hein. Notamment, on présentait aux élèves américains comment un Esquimau, alors il dit bien un Esquimau, je ne sais pas si c'est un Inuit Esquimau, ou bien s'il appelle faussement Esquimau ce qu'on devrait appeler un Inuit, je n'en sais rien, mais il dit Esquimau. Bon. Comment il apprenait cet Esquimau à devenir un chasseur en lapidant des mouettes prises dans un piège confectionné avec l'aide paternelle. Visiblement, la mère était très fière de lui quand il caillassait des mouettes. Alors, on passait ce genre d'extrait devant des enfants. Alors c'est peut-être pour ça que Ronald Reagan, dans les années 80, a voulu interdire ce cours, hein, mais je crois que c'était plutôt pour des raisons créationnistes. Ça, il l'explique dans son autobiographie. Alors Brunner, il se dit, mais voici une manière excellente d'être à la hauteur des intrigues, des dramas en anglais, je ne traduirais pas intrigues, et des mystères propres à l'enfance. Oui, il faut personnaliser l'éducation, mais certainement pas comme l'ont fait ceux qui ont fait du mauvais Dewey, c'est-à-dire du Dewey sentimental. L'histoire de Joe le postman, ou de Harry qui vient apporter du lait, et en sortant de la maison, je m'intéresse au postier, au livreur de lait, et après, je découvre grâce à ça la communauté humaine, il nous dit c'est un sentimentalisme niais. Comment au mieux personnaliser la connaissance en offrant à l'enfant des intrigues et des mystères qui soient à sa hauteur. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de cet Esquimau? Eh bien justement, évidemment, ça produit du dégoût, ça produit du mécontentement, de la colère, mais ça provoque aussi très rapidement des discussions sur « oui, mais si j'avais été élevé chez les Esquimaux, justement dans une société traditionnelle où on aurait attendu de moi que je sois un chasseur, est-ce qu'il n'aurait pas été bon que ma mère, justement, ou que mon père m'aide et que ma mère me stimule dans cet apprentissage pour devenir chasseur à mon tour comme papa ?» Évidemment, on comprend mieux la condition humaine en général dans cette fiction qui permet de rentrer dans ce cas. C'est en faisant du familier, poursuit Brunner, l'exemple d'un cas plus général, ça c'est très important, et en produisant une prise de conscience de ses propres sentiments et de ses propres préconceptions, qu'on tend le meilleur miroir à l'enfant. Et on lui fait découvrir des similitudes, là où il ne ressentait primitivement que de l'étrangeté, voire de la répugnance. Alors évidemment, je ne sais pas si on pourrait montrer maintenant des gens maltraitant des animaux dans les écoles. Je crois que ça a fait beaucoup de tort récemment à un certain mouvement agricole, mais au moins l'intention était juste. Un bon maître, c'est quelqu'un qui sait personnaliser la connaissance. Oui, dit Brunner, mais c'est-à-dire présenter les récits les plus à même de faire réfléchir à l'humaine condition. Brunner poursuit. Le maître, ce n'est pas simplement celui qui présente des choses excellentes, parce que ça, c'est finalement un retour à un mot d'ordre qu'on avait dans la pensée humaniste, que présenter à l'enfant les choses les meilleures. Brunner, ce n'est pas simplement une critique de Dewey qui reviendrait à un état antérieur, sinon ce serait le nom utile de la réaction, et je ne tiens absolument pas à voir ça chez lui. Je trouverais ça absolument atroce, ignoble, et je pense que ce serait ne pas lui faire justice. Brunner va plus loin. Le terme d'excellence ne porte pas uniquement sur les contenus, il porte aussi sur la figure du maître. Le maître, ce n'est pas simplement ce passeur d'objets les meilleurs, mais c'est celui qui est un local hero, un héros local, nous dit-il, un modèle local de compétence, ou pour mieux dire, une figure d'identification. Brunner cite dans son court article, publié en 1962, Sigmund Freud, alors en anglais, c'est pas plus heureux qu'en français, où il y avait du ça, l'adzabihigo, qu'advienne le moi, enfin ça reprend pas la concision de l'allemand, mais en français c'est pareil, hein, là où le ça était, le moi doit advenir, en allemand c'est plus économique, mais tant pis. Devenir soi pour l'enfant, c'est aussi s'identifier à des modèles, développer des pouvoirs individuels et les rendre socialement pertinents, ça c'est du Dewey, il est d'accord, mais à partir d'une relation privilégiée à certaines personnes savantes. Et donc on a ici l'idée d'une figure d'excellence qu'il appelle bien un local hero, à d'autres égards, un modèle de compétence, mais c'est pas non. Quelquefois il se corrige en disant oui, modèle de compétence, mais c'est pas vraiment ça le plus important. Alors je vais vous citer 3 exemples qu'il donne, dans une citation un peu longue, ce qui nous permettra de mieux individualiser le propos de Brunner. Dans le shtetl de l'Europe de l'Est, le ghetto juif traditionnel, le sage érudit était une figure particulièrement importante, le Talmud Chochem. Dans son allure, son mode de conversation si riche en allusions, sa forme de maintien, l'homme sage était l'image, non d'une personne compétente, mais plutôt d'une belle personne, un beautiful person. La société traditionnelle chinoise avait aussi son image de la belle personne.
une personne qui mêlait la connaissance, le sentiment et l'action dans une belle façon de vivre. L'idéal du gentleman, on va traduire du gentilhomme, servait peut-être la même fonction dans l'Europe des XVIIe et XVIIIe siècles. 3 modèles, le rabbin, le mandarin, le gentleman, pour aller vite, et qu'on ne nous présente pas uniquement comme des experts disciplinaires, pas des modèles de compétences comme des experts dans une discipline. C'est pas ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de nous montrer des hommes entiers. Dans l'interprète de la loi, dans le mandarin, dans le gentleman, on voit 3 manifestations différentes d'un idéal de culture de soi. Brunner ne souhaite absolument pas dire qu'elle se ramène à un seul type humain. Ce n'est pas le même qui se déguise, on n'est pas dans un film de Houry. Effectivement, on est bien davantage dans une nécessaire individualisation de toute recherche humaine d'excellence. Donc le psychologue états-unien retrouve ici cette idée, qui est très classique, mais il l'a fait en termes plus modernes, emprunté à la psychanalyse. On retrouve un idéal qu'on avait déjà chez Goethe, notamment. Mais dans la chose unique que quelqu'un fait bien, on retrouve le symbole de tous. Ça, c'est une formule très célèbre du Wilhelm Meister, du second Wilhelm Meister de Goethe. Alors, il ne le cite pas, il le dit de manière beaucoup moins classique, mais on retrouve bien cette idée que c'est des rapports individuels, et justement des rapports pas uniquement à un homme de savoir, mais aussi à un homme de conversation, un homme de bon maintien, un homme de belles discussions. On a une figure assez complète, toujours individuelle, mais c'est là-dedans, dans cette rencontre nécessairement individuelle, qu'il y a formation. Pourquoi des maîtres ? Parce que ce sont des personnes individuelles qui chacune ont atteint une forme d'excellence, et peut-être que cela individualise aussi toute relation pédagogique, et nous montre que finalement, si on ne peut pas se passer d'un maître, c'est justement parce qu'il est cette personne-ci. Il n'y a pas de passage de culture en général, mais il y a toujours plus que des situations, des relations et des moments interpersonnels singuliers. Deuxième grande chose que je voudrais... je ne sais pas comment j'ai commencé, mais je vais... Presque un quart d'heure. D'accord, très bien. Deuxième grande chose que je voudrais dire, que dit Brunner dans son portrait du maître? Alors c'est pareil, je synthétise, il ne le dit pas de telle façon, mais c'est assez clair. Le maître, quel est son office? Ouvrir à une compréhension plus élevée. Le maître, c'est celui qui ouvre à une compréhension plus élevée. Et ça s'oppose à ce que Dewey a pu dire en parlant du maître comme exerçant des compétences, exerçant des habitudes, dans le langage deweyen. Brunner nous montre aussi, certes, non des gens qui sont des experts disciplinaires infaillibles, mais justement des gens qui sont en recherche. Et ça permet ce qu'il n'appelle pas, mais ce que nous appellerions un rapport au savoir positif, une certaine ouverture à l'innovation. Le maître a lui-même besoin d'un maître. Et il est normal que tant le maître que l'élève fassent intervenir des experts disciplinaires, des artistes ou des experts dans leur domaine dans la classe, notamment au travers des vidéos, etc. Donc Brunner est très attentif aussi au fait qu'à l'école, on fasse rentrer justement des figures comme ça d'experts disciplinaires, mais ce n'est pas le maître. Le maître montre aussi lui-même qu'il peut apprendre quelque chose d'un maître expert. Brunner va plus loin. Il nous dit, ce qui est très intéressant justement quand en éducation, c'est pas simplement de faire intervenir des personnes compétentes, des artistes, des savants, c'est aussi apprendre aux enfants à émettre des hypothèses sensées. Il ne dit pas comme maintenant en anglais to make educated guesses, faire des devinettes instruites, c'est pas ça, mais c'est ce qu'il veut dire en fait. Le but, c'est de discipliner l'entendement. Ce qu'il veut obtenir, c'est ce qu'il appelle parfois une disciplined understanding, une compréhension ou un entendement, je ne sais pas comment dire, discipliné. Obtenir une compréhension disciplinée, obtenir aussi justement une discipline d'esprit. Et parmi cette discipline d'esprit, la capacité à émettre des hypothèses. Je reviens à Dewey. Chez Dewey, qu'est-ce qu'on avait? Mon credo pédagogique dit très bien ce que c'est que la grande affaire du maître. 2 points. Faire acquérir des habitudes d'action et de pensée correctes concernant le bon, le vrai, le beau. Faire acquérir des habitudes, donc ce qu'on appellerait maintenant des compétences. Ni la science, ni la littérature, ni l'histoire, ni la géographie ne sont importantes en tant que discipline, en tant que matière. C'est l'intérêt de l'enfant qui doit tout organiser. Ça, on l'a déjà dit, je n'y reviens pas. Et chez Dewey, on a bien sûr déjà, pas encore dans mon credo pédagogique, mais après, l'idée que, qu'est-ce que c'est que penser? C'est résoudre des problèmes. Toute pensée est résolution de problèmes. Toute pensée est émission d'hypothèses. Donc là-dessus, Brunner n'est pas très nouveau. Il va s'en prendre plutôt à l'idée que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit organiser le curriculum, qui doit organiser le parcours, en disant que non, le problème, c'est pas faire acquérir des habitudes en partant de l'intérêt de l'enfant, il faut déplacer les choses. On a chez Dewey cette idée de l'école
comme plus généralement l'éducation dans la vie. C'est pas que l'éducation à l'école, c'est l'éducation dans la vie. Qu'est-ce que c'est, s'éduquer? C'est une reconstruction continue de l'expérience, ce qui fait qu'on continue de s'éduquer bien après l'école. Il y a une continuité entre l'école et la vie qui fait que de toute façon, toute vie est reconstruction continue de l'expérience. Et là-dessus, Brunner va attaquer en disant « Dewey a méconnu l'importance de la notion de discipline. Dewey n'a pas vu que si on enseigne des choses à l'école, qu'est-ce qui mérite d'être enseigné à l'école? C'est parce qu'il faut répondre à la question « Qu'est-ce qui n'est pas trivial ?» Qu'est-ce qui vaut la peine d'être enseigné à l'école? Ce qui n'est pas trivial. Autrement dit, des disciplines. Mais des disciplines, justement, attention, pas comme un ensemble de savoirs. On n'est pas dans un retour à l'idée qu'il faut qu'un maître soit là pour faire passer des connaissances, surcharger la mémoire de l'enfant, provoquer le dégoût, l'ennui, la révolte, la colère ou la passivité définitive. Certainement pas. Justement, ce n'est pas de la réaction. Alors, Brunner reprend un théorème psychologique d'un de ses collègues, prix Nobel, je ne vais pas regarder dans quelle discipline, George Miller, qui disait, de toute façon, comment marche l'esprit humain? L'esprit humain peut fonctionner avec 7 plus ou moins 2 objets. Au-delà de 7 plus ou moins 2 objets, aucun esprit ne peut fonctionner, on ne peut pas connaître, on ne peut pas comprendre. Il reprend ça. Alors le problème, c'est comment on charge cette mémoire à court terme avec de l'or, pas avec de la crasse. C'est à peu près, c'est très direct. Comment je fais justement pour tirer profit de cette capacité cognitive humaine? Eh bien, il faut enseigner des disciplines, parce que des disciplines sont, avant d'être des notions, des connaissances, des structures. Et là-dessus, il le dit très bien. Qu'est-ce que c'est qu'une discipline? Tout d'abord, une structure. Pourquoi faut-il enseigner une structure? Eh bien, ça a 2 intérêts, la structure. Premièrement, une discipline, c'est une structure, c'est-à-dire que ça a un pouvoir de connexion et un pouvoir d'économie. Ça me permet de faire des économies. C'est plus intéressant d'apprendre une formule mathématique, je peux y relier plus de choses, plutôt que d'apprendre à chaque fois des choses diverses qui vont m'encombrer la mémoire. Deuxièmement, c'est un pouvoir générateur. Une fois que j'ai la structure, je peux prendre n'importe quelle nouvelle information, la ranger dans ma structure, ou à partir de ma structure, commencer à faire des hypothèses pour voir où je rangerai une nouvelle information. Un exemple, qui ne donne pas en 62 mais qui le donne ailleurs, si vous voulez comprendre la géographie, organisez-la d'après un concept clé, qui est le concept de frontière. Alors c'est un américain. Vous voulez comprendre la géographie? Comprenez la frontière. Et en fonction de la frontière, vous allez comprendre énormément de choses. Ou l'histoire américaine. Vous comprendrez beaucoup dans l'histoire américaine, notamment de son époque, de conquête spatiale et de lutte contre l'hégémonie russe et son Sputnik. Il y a de ça. C'est-à-dire la réforme américaine, c'est aussi la réforme américaine en introduction on vous explique que les Russes maintenant sont très très forts en sciences et qu'il est temps de réagir. Donc c'est pas pour rien que ça arrive en 1960 et que dès l'introduction vous vous demandez bien pourquoi ils sont tout le temps en train de parler de conquête spatiale. Bon. Là, Brunner nous dit, ce qui est important, ce n'est pas de référer à toute force des notions abstraites à un vécu enfantin, mais il faut travailler les niveaux d'abstraction. Il faut travailler les emboîtements de concepts. Il parle quelquefois, Brunner, de structures organisées hiérarchiquement et des bénéfices dans l'usage de la langue, par exemple. Ce qui est important, si vous voulez apprendre à maîtriser une langue, c'est de voir que vous avez des mots génériques, qu'il appelle superordinate. Alors, je ne sais pas, c'est pas subordonné, c'est superordonné, subordonné, j'en sais rien. Enfin, des concepts génériques, les plus génériques. Travailler sur les concepts génériques comme shape, color, la forme, la couleur, qui vous permettent ensuite de faire des diagrammes et d'utiliser correctement orange, rose, bleu, etc. Il nous montre ça dans une expérience qu'il a faite au Sénégal avec des francophones qui parlaient aussi Wolof et des gens qui ne parlaient pas français, en nous montrant que l'usage de ces niveaux d'abstraction permettait à quelqu'un d'être beaucoup plus précis dans la nomination et dans la rétention des informations. Donc travailler sur les niveaux d'abstraction, c'est quelque chose d'important. Travailler sur des structures, c'est travailler aussi sur justement ce qui permet d'organiser la connaissance et ce qui va permettre, il ne le dit pas en 62 mais il l'a déjà dit en 60, ce qui va permettre aussi d'envisager une réforme des curricula, une réforme des parcours, c'est comme ça qu'il a commencé en éducation, en disant que c'est justement à partir d'une structure qui va aller s'élargissant, dans le fameux mouvement en spirale qu'on a retenu, qu'on pourra de plus en plus élargir la connaissance. On arrivera à une compréhension toujours de plus en plus élevée. Mais cette compréhension de plus en plus élevée, elle est nécessaire parce que c'est justement pourquoi je me maintiens dans une tâche. Ce n'est pas juste par mon intérêt de départ. L'intérêt de départ, il peut très vite s'évanouir. Je me maintiens dans une tâche justement à partir du moment où, en apprenant, j'arrive à un niveau d'abstraction plus grand. Et là, j'ai un sentiment de compétence. Il ne le dit pas encore, mais c'est ce que la psychologie moderne dit. Et c'est en renforçant justement, ça renforce mon appétence pour arriver à d'autres niveaux.
Donc on est vraiment dans l'idée que, qu'est-ce que c'est un bon apprentissage? Self-rewarding. Donc on n'est pas du tout dans l'idée référer à toute force l'apprentissage aux conditions de départ dans la vie en dehors de l'école. Aller montrer à toute force en quoi c'est utile d'apprendre les mathématiques pour dire, ah ben oui, 7 personnes dans 2 maisons, c'est pareil que 2 personnes dans cette maison. Il nous dit la commutativité en mathématiques, c'est bien mieux que ça. C'est aussi ça, mais c'est bien mieux que ça. Ce qui fait le plaisir de l'apprendre, le plaisir de l'apprentissage, c'est aussi organiser la connaissance de manière à ce que l'activité demeure. Donc le problème de la motivation n'est pas qu'un problème d'enclenchement. Bon. Ça, je ne suis pas assez psychologue pour aller plus loin, mais j'ai trouvé ça intéressant. Dernier point sur la discipline, c'est là où il est génial. Il nous dit, ben, qu'est-ce que c'est une discipline? Ce n'est pas uniquement des connaissances structurées, bien liées. C'est une forme de pensée, c'est une manière de penser, c'est un langage. Et une discipline, ça a aussi ses formes de connexion, ses attitudes, ses raccourcis, ses plaisanteries, ses espoirs et ses frustrations. C'est très drôle. En un mot, ben, une discipline, c'est une forme de pensée, et la grande affaire du maître, en apprenant à penser dans des disciplines, c'est d'apprendre à penser, certes, mais intuitionner, enquêter, comprendre de manière disciplinée. Alors je passe sur d'autres considérations plus psychologiques, mais il faut justement cultiver cet esprit discipliné, c'est-à-dire passer à l'école des disciplines. Pourquoi? Parce qu'on doit apprendre à l'élève très tôt à faire des sauts intuitifs, c'est-à-dire à tirer des conclusions raisonnables d'un contexte d'information insuffisant. Et le rôle du maître, en pareille occasion, c'est bien sûr de fournir des instruments d'investigation et de renseigner sur leur usage. Et que nous dit Brunner? Le bon enseignant, quel est-il? C'est celui qui notifie à ses élèves l'idée que leur esprit peut être utilisé comme un instrument. On a toujours cette conception de la culture comme quelque chose de prosthétique. Qu'est-ce que c'est que la culture? Une prothèse? Eh bien, un bon enseignant, c'est quelqu'un qui apprend justement à faire usage des prothèses, et cela, il ne veut pas jusqu'à dire que notre esprit est une prothèse, mais notre esprit discipliné a quand même quelque chose de prosthétique. Donc contre l'éducation à la Dewey, qui montre plutôt une culture comme une exploitation, une formation de soi, c'est l'idéal de Bildung en allemand, ou l'idéal de Kulturasui, enfin, c'est un idéal très ancien. Là, il nous dit, finalement, qu'est-ce que c'est que la culture? Des prothèses. Un troisième point, il parle de prosthetic devices en anglais, mais bon, prothèses, j'imagine. Troisième point sur lequel il ne fait qu'aborder les choses, sur lesquelles je passerai très vite, on voit ici que Brunner, il est très net sur le rôle du maître comme guidant dans l'usage de l'abstraction. Il parle très clairement de guidance, ou guidance, je ne sais pas comment on dit en anglais, ou de guidage en français, contrairement à un maître deweyien qui n'imposerait pas des habitudes de pensée. Dewey nous disait, le maître n'est pas là pour imposer des habitudes de pensée. Évidemment, on n'est pas dans une éducation autoritaire non plus chez Brunner, mais là, on commence justement à décaler un peu les choses, et Brunner commence à nous dire, ben oui, il faut justement guider dans l'usage de l'abstraction. Et un exemple qu'il donne, dès les années 60, c'est que comment on doit former les maîtres? Eh bien, on doit former les maîtres à l'usage de la discussion. La discussion, c'est la meilleure façon, le meilleur moyen de faire entrer quelqu'un qui n'est pas encore dans la culture. Donc on a déjà cette importance de la discussion, du dialogue. Il cite un proverbe russe en disant « on n'a pas encore compris ce dont on n'a pas encore discuté ». Si je veux comprendre quelque chose, il faut que j'en discute. Et donc là, il parle juste de courtesy, il parle juste de courtoisie, ou je ne sais pas, c'est pas encore de discipline dans la discussion, mais il nous dit très clairement, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans la formation des maîtres? Évidemment, de montrer un maître non pas omnipotent, mais qui a un certain rapport de recherche, qui lui-même est une forme d'excellence et d'accomplissement personnel très individualisé, soit, mais c'est aussi quelqu'un qui sait discuter. Alors là, on n'est pas encore dans le Brunner des années suivantes, même s'il découvre Vygotsky dans les années 60. On n'a pas encore la métacognition, on n'a pas encore les activités de tutelle. C'est en filigrane, mais c'est pas encore là. Et on n'a pas non plus encore le Brunner que nous connaissons mieux en France, qui nous dira que l'entrée dans la culture se fait par des récits, même si, en regardant bien déjà les textes des années 60, il nous expliquait que puisque tout sujet, toute matière peut être enseignée à n'importe qui, à n'importe quel âge, sous une forme qui soit honnête, eh bien, pour des choses que nous, on appellerait de la philosophie, on pourrait, par exemple, commencer par étudier des mythes. Voilà, donc c'est pour ça que je suis allé le chercher aussi. Alors, ça n'est pas encore là, et puisque Brunner nous a dit que la meilleure façon, finalement, d'apprendre quelque chose, c'est de discuter, eh bien, discutons. Merci. Merci beaucoup.